Vivian Mériguet, merci d'être avec nous. Tu es lyonnais d'origine, tu as 41 ans, tu vis à Genève, tu es juriste de formation avec deux masters, un en droit des affaires. Tu es le cofondateur de Wild Solution, une agence de marketing digital international. Alors, a priori, rien ne te prédestinait au marketing digital. Pourtant, dès 2008, tu deviens multi-entrepreneur et tu lances une vingtaine de projets web sur lesquels tu travailles le référencement et la monétisation avec de l'affiliation. Et en 2011, tu t'installes à Hong Kong. Aujourd'hui, ton agence compte plus de 30 collaborateurs répartis dans 5 bureaux à travers le monde, Hong Kong, Genève, Paris, Madrid et Bangkok. Tu as accompagné plus de 200 marques européennes et asiatiques sur leur stratégie digitale. En parallèle de l'agence, tu es très actif dans l'écosystème entrepreneurial, tu es speaker, formateur à Créa, membre du comité digital de la Chambre de commerce franco-suisse et tu as été coordinateur du hub French Tech. Aujourd'hui, basé à Genève avec ta femme Sarah et tes enfants, tu continues à développer ton agence de web marketing. Vivian, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à ajouter pour te présenter? Non, pas spécialement. Merci beaucoup. Je voulais surtout te remercier pour l'opportunité. Et puis, non, oui, ça fait 5 ans que je suis à Genève et je me souviens que j'avais benchmarké un petit peu les acteurs de l'écosystème marketing et j'avais trouvé la communauté cartonnée. Tu étais déjà très actif en 2020, j'imagine peut-être avant, mais en tout cas, moi, je t'ai découvert et je vous ai découvert l'équipe en 2020. Et régulièrement, que ce soit sur LinkedIn, j'écoute, alors pas tout évidemment, mais bravo pour tout ce que vous faites et donner la parole aux entrepreneurs. C'est vraiment du super contenu. Et merci pour l'invitation. Bah, c'est très sympa, vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi parce que on est dans des métiers connexes puisque je suis dans le digital également avant d'avoir lancé Cartonné. Tu as raison, c'était 2019 qu'on s'est lancé et 2020, on était parmi les premiers à faire du networking en ligne, enfin les seuls, c'est comme ça Pendant que... le Covid, et j'avais fait des petits, oui, on faisait oui, oui, je m'en souviens très bien. On avait fait des petits networks sur Zoom ou je sais plus, là, mais oui, Ouais, ouais, on était content exactement. de pouvoir encore networker pendant le Covid C'est vrai, grâce à c'est toi. vrai, c'est vrai. J'interromps moi-même très brièvement cet épisode pour te dire que si tu es en Suisse romande, à Genève, à Lausanne, canton du Valais, canton de Neuchâtel, on t'invite à participer jusqu'à 2 fois à nos événements, même si tu n'es pas membre. Bon, si tu es membre, tu sais que tu peux venir de façon illimitée. Ces événements s'adressent aux entrepreneurs, s'adressent à ceux qui sont à leur compte, ceux qui sont aussi salariés mais représentent leur entreprise, ceux qui dirigent leur entreprise, bref, à tous ceux qui veulent élargir leur cercle d'influence, qui veulent plus de visibilité, qui veulent échanger avec d'autres entrepreneurs sur les sujets qui leur sont chers, tous ceux qui veulent finalement aussi quitter la solitude de l'entrepreneur. On t'invite à participer. Tu vas sur cartonnet.com. Tu as aussi des événements en ligne auxquels tu peux participer et tu es vraiment le ou la bienvenue. Bon, en tout cas, vraiment encore ravi d'échanger avec toi. Je pense que tu vas nous donner un maximum de valeur. On va parler de ton J'espère. parcours, ton mindset, comment tu diriges aujourd'hui cette équipe de 30 personnes. On va peut-être revenir sur les débuts. Donc, effectivement, rien ne te prédestinait au marketing digital. Comment t'es passé de ton activité à faire cela? Oui, effectivement. Alors moi, pas du tout. J'avais fait des études de droit jusqu'au bout en plus. Et j'étais même premier job pendant 3 ans à Lyon. J'étais directeur juridique dans une compagnie d'assurance. Donc, tu vois, je reviens de loin. Le marketing, ça existait déjà en 2008, mais pas le marketing digital. Il n'y avait pas encore toutes ces super, super formations qu'il y a maintenant. Et c'est mon associé, en fait, qui est mon meilleur ami et qui m'a emmené là-dedans, qui lui s'était déjà commencé un petit peu à se mettre à son compte et m'a dit Vivian, faut qu'on se mette sur le référencement Google. En plus, moi j'avais cette compétence de toute la partie sémantique. Le référencement, c'est beaucoup de texte. Et en fait, le premier site qu'on a lancé était dans mon domaine d'activité. C'était dans l'immobilier défiscalisant. Donc, on a monté un premier site, on donnait de la valeur, on jouait déjà un petit peu à l'époque, on faisait les tout premiers white papers, des livres blancs pour donner un petit peu des conseils d'investissement. Puis c'est comme ça qu'on faisait du lead catching, qu'on captait des leads et qu'on revendait derrière à des cabinets de gestion de patrimoine et de gestion de fortune. Donc voilà, je suis tombé dedans un peu par hasard. À l'époque, il y avait très peu de contenu. Le contenu était que en anglais, en tout cas en SEO. Vraiment, je te parle de 2008, donc tu vois, ça, ça date. Alors, c'était pas le début du web, bien sûr, mais c'était vraiment le début des techniques de référencement, en tout cas en Europe, en France. Et on était dans les tout premiers. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à aller chercher des mots-clés maintenant absolument inimaginables. On était premiers sur investir en immobilier avec un site monté en 3 mois, quoi, et en mettant un petit peu les bonnes balises et le bon contenu derrière. C'était le tout début du référencement, donc il y avait de la place, les gros acteurs n'étaient pas encore là.
Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est éclaté. Puis après, on a lancé plein de nouvelles industries dans le fitness, dans les assurances, dans le dating. Et voilà, j'ai eu un petit peu cette chance d'être au tout début où les choses étaient un petit peu plus faciles et les startups avaient leur chance. Je ne dis pas que maintenant c'est impossible, mais il y a tellement de gros players et tellement d'investissements que c'est pas du tout le même écosystème qu'il y a une vingtaine d'années. C'est clair, c'est clair. Il y a plus d'argent en jeu, les algorithmes étaient plus simples et aussi Complètement. plus facile parce qu'il y avait moins qui savaient s'y faire, quoi. Tout à fait. Tout à C'est fait. c'est juste ça. Bah, tiens, je vais te poser une question qu'on me pose souvent. Après, on va revenir sur des sujets un peu plus généraux. Mais donc, juste avant de te poser cette question, j'allais te poser. Tu as parlé de SEO, donc référencement naturel, mais aujourd'hui, ton agence, elle fait plus que ça. Vous êtes sur d'autres axes du marketing digital, juste pour qu'on comprenne ce que tu fais. Tout à fait. SEO on va dire de formation. Effectivement, au fil des années, on a une offre quasiment 360 maintenant sur tout ce qui est digital. Donc, on fait tout ce qui est social media marketing également, tout ce qui est paid social. On fait évidemment des ads, donc pay per click, des Google Ads. Et on a aussi des développeurs WordPress, mais c'est un peu voilà, vraiment sur tout l'aspect création de landing page, des petits WooCommerce. Mais on n'est pas du tout une agence d'IT, on est vraiment des marketeurs purs et durs. Et voilà, on a des équipes de design, de créa. Donc voilà, on a une offre quand même très 360 sur tout ce qui est acquisition digitale. Après, on fait vraiment que du web, on va pas faire de offline, on va pas faire de photos, de vidéos. On est vraiment purement des marketeurs purs et durs. Et on est très dans l'opérationnel. Alors évidemment, on fait de la strat, mais on n'est pas une boîte de consulting non plus. On n'est pas là pour délivrer des audits de 200 pages. Nous, on est là pour faire que la perf, elle augmente, que les mots-clés, ils augmentent, le trafic qualifié, les ventes, la lead gen, etc. Et on est vraiment orienté performance. Excellent, excellent. Donc, c'est du done for you, c'est ce que vous faites. Maintenant, je reviens à la question que j'allais te poser. Tu as commencé en 2008 le SEO, donc 2008 c'était déjà Google, oui, c'était déjà Oui, Google. oui. Euh, on me pose souvent cette question, mais j'aimerais bien savoir comment tu y réponds. Qu'est-ce qui a pas mal changé et qu'est-ce qui n'a fondamentalement pas changé en presque 20 ans? Bah, ce qui a énormément changé très récemment, c'est vrai que le SEO, c'est un peu les mêmes règles depuis 15 ans. Mais depuis 2 ans, il y a une vraie révolution avec évidemment les LLM et les types de questions qui sont posées, avec le vocal aussi. Donc très récemment, il y a eu quand même un gros switch. Ce qui n'a pas changé, c'est les principes généraux, c'est la qualité de la sémantique, la qualité des articles et du contenu que tu vas fournir. Ça, les algos, ça fait 15 ans que si tu le fais bien, ils le comprennent bien. Et les nouveaux algos d'AI, ils le comprennent très bien aussi. Donc, à partir du moment que tu vas créer de la valeur et que tu vas vraiment apporter de la valeur et que tu vas créer du contenu qualitatif, ça, pour moi, ça n'a pas changé. Et puis, la notion d'autorité, la notion de fait d'être référencé par des tiers, que tu aies la confiance de tes tiers, donc que d'autres sites parlent de toi, que tu sois mentionné. Les LLM, maintenant, ils regardent moins des backlinks, ils vont regarder ce qu'on appelle des mentions. Est-ce que tu es mentionné sur des réseaux? Est-ce que tu es mentionné sur des forums? Donc, le fait que voilà, plus tu auras d'autorité, plus tu vas augmenter. Donc, qui dit autorité dit aussi antériorité. Donc, les sites qui sont un petit peu plus vieux, qui ont un petit peu plus de vécu, généralement, sont mieux référencés que le site qui arrive sur la toile, ce qui est aussi un peu de bon sens. Donc, voilà. Et puis, ce qui n'a pas changé, c'est la qualité. Enfin, je veux dire, faut toujours pas perdre de vue que Google, il cherche, enfin, Google, Gemini, ChatGPT, ils cherchent avant tout à apporter la meilleure réponse. Donc, il faut toujours raisonner utilisateur final. Il est certes, la finalité, c'est de gagner de l'argent, mais le but, c'est quand même qu'il y ait la meilleure réponse en face de la meilleure question. Enfin, en face de la question et de la requête de l'utilisateur. Donc voilà. Mais là, c'est intéressant parce que le SEO, t'en parlais il y a 2 ans, c'était vraiment devenu, je trouve, un old school, boring, tu vois. Ça intéressait beaucoup moins les marques. Là, avec le changement, l'arrivée du JO, c'est devenu limite trendy. Là, j'ai lancé des petites campagnes d'acquisition en Suisse romande sur justement en jouant un petit peu sur voilà votre enfin pas le SEO est mort, j'ai pas formulé comme ça, mais le SEO est en train d'énormément changer. Est-ce que vous êtes prêt pour la révolution du JO, Generative Engine Optimization? Et, euh, et ça prend clairement, que ce soit de la PME ou de la plus grosse corpo. Donc, c'est intéressant. C'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'il y a cet effet de mode, alors que Mm. pour moi, ce qui n'a jamais changé, c'est que ce soit que ce soit ChatGPT, Gemini, etc., Perplexity ou Google, c'est toujours la même chose. C'est l'utilisateur qui a une intention, qui formule un besoin et toi, tu es là au bon moment. Donc, C'est à ça. mon avis, au niveau taux de conversion qui s'ensuit, c'est clairement après, si bien sûr derrière la page elle est bien faite, etc. Mais c'est ce qu'il y a le plus puissant parce que tu n'es pas en train de faire de la pub de façon intrusive. Mais Ouais. voilà. Donc, Je-
Ah, pardon, vas-y. Ouais. Non, 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 mais je te rejoins complètement. Ouais, 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 ouais. Ouais, donc, ok, ça c'est intéressant. On va revenir de toute façon dessus parce qu'on va parler d'acquisition durant notre échange. Pour revenir un peu sur ton parcours, d'où tu viens, peut-être après on va arriver sur le mindset. Pourquoi tu es parti à Hong Kong en fait en 2011? Pourquoi tu es parti à Hong Kong? Alors, on était jeunes, et donc on avait cette première boîte qu'on avait montée en France qui fonctionnait bien avec mes associés. Et c'est vrai que bon, on était en France, il y avait aussi une logique d'optimisation financière à faire. Et puis on voulait partir loin, vu qu'on était un petit peu geekos sur les bords. On a toujours rêvé d'aller au Japon. Mais on s'est vite rendu compte que le Japon, c'était extrêmement compliqué comme pays. Barrière de la langue, ils parlent quasiment pas anglais. Des logiques administratives assez compliquées aussi. Et c'est comme ça que nos avocats, nos conseillers de l'époque nous ont dit, bon voilà, il y a Hong Kong, il y a Singapour. Et on s'est dit, bah, on fait 15 jours à Hong Kong, on voit comment c'est. On ne connaissait pas du tout, hein, il n'y a vraiment aucun lien avec ces pays. Et Singapour, on dit 15 jours à Hong Kong, 15 jours à Singapour, et on choisit. Et puis on a débarqué, je me souviens, c'était en avril 2011 à Hong Kong, et on est jamais reparti. J'avais dit à ma mère que je partais 2 ans max, et je suis parti 10 ans. Voilà. Ah, voilà, disons. Tu dis Coinc- on parce que c'était avec ton Avec mes associé? associés. Avec mes Tes associés. Ouais, associés, ouais. tu en as Ouais, bah, plusieurs. entre-temps, j'en avais plusieurs. Maintenant, on n'est plus que deux sur l'agence, mais vu que j'ai plusieurs business, à l'époque, on était cinq à bouger en même temps. Cinq jeunes hommes de 25 à, je sais quoi, moi j'avais peut-être 26, ouais, 26, 30 ans. Ok, 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 ok. Des jeunes hommes, mais pas comme des gamins, comme un certain niveau de maturité. Bon, Tu as, enfin, non, non, tout est relatif, Vivian, tout est ouais, c'est relatif. ça. Tu disais, tu parlais de ton associé qui était ton meilleur ami, tu es toujours associé avec? Oui, c'est toujours mon meilleur ami, Ok, lui qui est basé à Madrid. Oui, oui. génial. Alors ça c'est un sujet une Ouais. question qu'on te pose de temps en temps. Bonne ou mauvaise idée de s'associer avec un ami? Qu'est-ce que tu as à dire? Bonne, bonne, clairement. Moi, de toute façon, je me rends compte, là, tu vois, un petit peu d'expérience maintenant, que tout seul, je sais pas si j'y arriverai. Alors, c'est sûr que tout seul, la part du gâteau est plus grande, hein, c'est toujours ce qu'on dit. Et j'ai plein d'amis qui ont monté des business tout seuls. Et je sais pas si j'aurai le caractère pour le faire. J'aime bien avoir quelqu'un sur qui me reposer, sur qui il peut se reposer, il ou elle. Et puis voilà, s'engueuler aussi de temps en temps, ça fait du bien. Toi, tu es tout seul? Moi, je Associé suis ou... tout seul comme, Ouais. comme décisionnaire. Après, en Mm. réalité, en étant marié, mon épouse, elle est énormément je suis sur le papier seul associé de l'entreprise, hein. Quoique, la société que j'ai créée en 2000, j'étais associé avec ma maman parce qu'on ne pouvait pas faire une SRL tout seul en Suisse. On ne pouvait pas. Maintenant, c'est possible, donc Mais là, ça a tu travailles changé. avec ton épouse. Exactement, elle est Ah elle oui. est dans l'équipe. Puis bon, après, bah, il Oh, y a, il y a l'équipe, mais au niveau décisionnel, elle a une énorme part d'influence là-dedans, quoi. tu dois avoir de quoi dire aussi. C'est encore un autre. Travailler avec sa femme, je Et pense du coup, qu'on peut faire un podcast. ça c'est vrai. Et du coup, c'est aussi ma meilleure amie, donc tu vois, elle Magnifique. combine les casquettes. C'est beau, c'est beau. C'est vrai. Bravo. Et donc voilà, avec on va pouvoir revenir sur ce côté-là. Tu disais tout à l'heure, le gâteau est plus grand. Enfin non, tu disais, j'ai une plus grosse part du gâteau, mais en réalité, le gâteau pourrait être plus grand. Si tu as... C'est tout à fait. C'est donc, exactement ça. ça, C'est-à-dire ça, que ça reste normalement, en relatif. t'associant, tu es censé avoir. Et c'est vrai qu'avec Luc, on est assez complémentaires. Parce que moi, j'ai ce côté un petit peu plus analytique, bon père de famille, gestionnaire, alors que lui, il va être un peu plus, entre guillemets, visionnaire. Enfin, pas visionnaire, mais il est tout le temps, on appelle ça les comètes. Il est tout le temps en train de faire des comètes, en fait. Donc, et moi, je lui dis non, ça va pas se passer comme ça. Puis du coup, on trouve un entre-deux. J'avais raison et il avait raison. Mais si moi, il m'avait pas poussé à faire des choses, des fois, je les aurais pas faites. Parce que j'ai pas le caractère pour tout le temps foncer comme certains y arrivent. Donc, clairement, l'entrepreneuriat, ça me convient parfaitement. Mes parents étaient entrepreneurs, commerçants, mais par contre, on va dire plus posé, alors que lui me permet des fois de sortir un petit peu de mes limites Super et de intéressant. partir dans des spectres sur lesquels je ne serais jamais allé, où j'aurais pas eu le courage d'y aller, ou j'aurais même pas pensé. Excellent, excellent. Il faudra absolument qu'on revienne là-dessus plus tard lorsqu'on va parler de clarté stratégique, comment vous prenez les décisions, etc. Pour revenir donc à tes débuts, puisqu'il y a toutes sortes d'entrepreneurs qui vont nous écouter, certains qui pensent lancer, d'autres qui sont déjà lancés. Si j'ai bien compris, donc
grâce au SEO, ton business d'affaires, c'était de vendre des leads ou en tout cas monétiser grâce à l'affiliation tu vendais des produits d'autres personnes, digitaux ou pas. Mais Ouais, ou du placement avec Google Display, de ah l'emplacement oui, publicitaire. Ouais, on c'était encore monétisait. Ouais, l'époque où beaucoup. on pouvait vivre de ça. Exactement. C'était l'époque Ouais, où tu peux encore maintenant, c'était un gros média, mais oui, à oui. l'époque, tu pouvais. Ouais, ouais, clairement. Ok, ok, ok. Donc, on peut dire en mode solopreneur, bande de potes, ou en tout cas pour soi-même. Donc, Mhm. tu étais client de toi-même, Oui. comme d'être à son compte. Puis après, petit à petit, tu bascules en mode agence, donc rendre des services à d'autres. Comment s'est passée la transition? Qu'est-ce qui fait que tu as lancé Wild Solutions? Ouais. Bah, il y a eu un cas très concret où en fait on avait investi dans un petit fonds grenoblois à l'époque et on avait mis un petit peu d'argent dedans et puis, il y avait ce premier projet, un projet de drone en fait et vu qu'on avait déjà pas mal d'expertise là-dedans et qu'on avait pris des parts, bah, on a commencé à les aider et on avait à l'époque levé, donc ça c'était en 2013-2014, on avait fait un Kickstarter et là c'était le Hmm. début des Meta Ads, c'était hyper intéressant. Facebook Ads à l'époque et que Facebook et c'est là où on s'est formé très vite sur ces sujets-là, où on allait chercher comme ça du crowdfunding sur Meta Ads. Et je me souviens plus, je crois qu'on avait levé 1,4 million, 1,5 million pour eux. Donc ça donnait derrière des fonds pour faire toute la partie marketing et production. Et c'est comme ça qu'ils nous ont créé une petite équipe marketing qui était nous-mêmes, alors qu'on avait des parts indirectement dans le projet via le fonds. Et c'est comme ça qu'on a embauché les premières personnes. Donc on ne s'est pas levé un matin en disant on va être une agence. On a commencé à aider une boîte dans laquelle on avait investi. Et puis, on a vu que c'était un modèle qui était intéressant et c'est comme ça qu'après, derrière, on a commencé à justement créer un réseau sur Hong Kong de marques européennes pour les aider à localiser leur marketing en Asie. Et ça, c'était ouais, 2014-2015, Ok. avec comme relais principal la chambre de commerce. Les chambres de commerce, d'ailleurs, on ne faisait pas que Hong Kong, on faisait la Britannique, la Suisse, la Belgium, Hollande aussi. Et, euh, et voilà. Et là, c'est comme ça qu'on allait chercher soit de la PME, mais aussi voilà, assez rapidement des corpos pour les accompagner sur la partie social media marketing et sur la partie référencement et achat publicitaire. Ok. Si tu devais dire le poids ou l'importance du réseau pour développer les affaires au début, comme ce que tu Énorme. dirais. Que ça. Que ça. C'est-à-dire que quand tu arrives dans en plus un nouveau pays, nous, ce qui a bien marché, le positionnement, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle de l'inbound marketing offline. C'est-à-dire qu'on s'est positionné en tant qu'expert dans l'industrie via des conférences. Donc, on proposait nos services pour des conférences gratuites d'une heure. Donc, euh, euh, introduction au référencement naturel, introduction à la stratégie social média, etc. Et puis, c'est comme ça qu'on se faisait connaître. Alors, certes, tu donnes de ton temps gratuitement, mais devant, tu as une belle audience. Et puis, sur 20 personnes, bah, si tu en as 3-4 qui vont dire, ah, bah, je suis intéressé, bah, venez au bureau, on rentre dans la stratégie, on leur fait un audit gratuit. Et puis après, derrière, ça signe. Donc, c'était la seule et unique source, c'était créer du réseau via les chambres de commerce et d'autres associations professionnelles, locales, type voilà, French Tech, mais il y en a plein, même des très locales dans une industrie particulière, fintech, luxe, etc. Tu choisis des réseaux, puis tu les travailles, quoi. Très, très, très. Je pense que c'est encore très puissant aujourd'hui, surtout dans Oui. les domaines où c'est peu fait. Ça te permet de combiner, bah, t'acquiers la confiance parce que tu montes ton autorité. Si c'est en présentiel, en plus tu fais du networking. Qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui si tu te partais de zéro, t'as aucune crédibilité, aucune confiance, t'es pas connu, t'as pas de réseau. Tu ferais la même stratégie ou qu'est-ce que tu changerais en 2026-2027? Bah, en tout cas, en 2020, quand je suis arrivé en Suisse, où je repartais complètement de zéro et je connaissais personne à Genève, j'ai essayé, alors c'était le Covid, mais j'ai essayé d'appliquer à peu près les mêmes logiques, mais sauf que j'avais déjà les connaissances aussi digitales. Donc j'ai mis en place des campagnes de référencement, mais très compliqué en Suisse, parce que déjà le marché est petit, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs, enfin, tu le sais mieux que moi. J'ai vite compris que l'acquisition digitale, elle allait être compliquée si je voulais avoir un peu de volume. Et donc, j'ai dû sortir, voilà, des breakfasts, des after-work. Et bon, moi, j'aime beaucoup ça. Ça me plaît énormément. J'ai pas de problème avec ça. J'aimerais avoir plus de temps pour le faire. Mais bon, j'ai des enfants aussi. Donc, malheureusement, je peux plus, comme à Hong Kong, y être quasiment tous les soirs. Mais j'aime beaucoup ça parce que tu crées beaucoup de liens. Et là, en 2025-2026, je dirais pareil.
faut sortir. En tout cas en Suisse, hein. À Paris, les choses sont peut-être un petit peu différentes. Tu arrives à faire de l'acquisition un peu différemment, mais ici, je trouve qu'il y a besoin de rencontrer les gens. Il y a besoin si tu veux découvrir des nouvelles personnes, il faut se montrer. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, comment tu fais, mais il y a des choses à faire en digital. On va en parler après. Je fais de l'acquisition en outreach avec des social ads, mais mes meilleurs clients, je pense que c'est du réseau, hein. C'est clair, c'est clair. Je pense voilà, ça dépend vraiment du type de client et de quel budget on parle parce que c'est différent. Si tu vends Oui, des trucs à moins de 1000 ou à plus de 10 ou à plus de 100, voilà, clairement. complètement. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Bien sûr. Bah, du coup, on passe un peu du coq à l'âne, mais je rebondis sur ce que tu dis. Et admettons, vu que tu es quand même dans le digital, tu as un artisan qui est bon dans son métier, il est peut-être salarié, il dit OK, je vais voir si j'arrive à trouver mes premiers clients. Qu'est-ce que tu lui proposes pour qu'il fasse par lui-même, hein, en mode artisan? Quelles seraient les bases qu'il peut faire pour tester une offre digitale? Quelles sont les étapes? Quels outils? Très brièvement. Bah, alors, tout dépend du secteur d'activité. Quand tu dis qu'il est artisan, il a un métier d'artisan Voilà, ou de il a des compétences. Ouais, je dis artisan, ça peut être aussi un artisan digital. Il est peut-être photographe, il est peut-être. Ok. Voilà. Alors, moi, le classique sur du lancement comme ça, je trouve que, alors évidemment, encore maintenant, il faut un site web, quand même, il faut un site vitrine. Il y en a qui disent, ah, on peut faire de l'acquisition sans site. Ça me paraît quand même compliqué. Juste avec une page business ou avec une page Instagram, en fonction des métiers, tu peux, juste avec une page Instagram, faire du business. Mais bon, quand même, le site web, pour moi, même si c'est juste une landing page, ça me paraît être quand même la base. C'est ta vitrine, c'est là où on va aller te chercher. Ça Euh, rassure, quoi. Ça Ouais, rassure. puis ça T'as rien que ton rassure, nom ça de donne. domaine, et puis Exactement, ça voilà. donne de la crédibilité. Donc, faire un site en 2026, maintenant, c'est plus les mêmes prix qu'avant. On peut même essayer de le faire soi-même avec des outils d'AI si vraiment on veut avoir quelque chose de simple. Donc, déjà, commencer par avoir voilà, cette ligne graphique, ce site web, un petit peu de wording, un petit peu de sémantique qui parle de son métier, de ses valeurs, etc. Et puis après, si tu es sur un métier où il y a de la recherche possible, si tu n'es pas sur quelque chose de trop innovant, parce que quand c'est trop innovant, les gens ne connaissent pas, donc ils ne vont pas sur Google. Moi, je trouve que Google Ads, pour commencer, nous, quand tu dis vraiment le mot artisan, on a pas mal de clients qui se lancent. Je ne dis pas rien, un électricien, un chauffagiste. Google Ads, en 3 semaines, il a du lead, quoi. Il a du lead qualifié et après, il se fait son petit portefeuille. Donc, en général, nous, on les laisse sur les Google Ads pendant 12 mois, 24 mois. Et puis après, ils commencent à avoir de la recommandation de leur métier. Donc là, ils peuvent un peu baisser leur budget Google Ads. Et là, on les switch sur de la SEO. Je leur renforce leur site, je leur fais de la sémantique pour que, voilà. Euh, Moi, je commence par ça, les ads, parce qu'au moins, il y a tout de suite du résultat. Tu as ton trafic qualifié, tu as tes conversions, tu as tes coups de fil, tu as tes bookings. Si tu commences avec de la SEO, il faut attendre 6 mois avant de voir arriver quelque chose. Et puis, ça frustre les gens. Après, si tu es sur quelque chose de vraiment innovant, et si ça te parle, bah, social ads, moi je trouve que Insta, Meta, TikTok, la TikTok sur du localisé, il y a des choses super sympas. Un resto, voilà, une salle de sport, quelque chose de physique. TikTok ads, pour moi, maintenant, c'est un meilleur recours, hein. Petite vidéo sympa avec un mini KOL ou même un contact, et puis derrière, tu fais du boost localisé. Si l'audience est là, voilà, en fonction. Encore une fois, il y a plein de si, il y a des choses hyper sympas à faire, hyper, hyper, voilà, pour faire ta notoriété, pour ramener du monde dans ton shop, quoi. Excellent, ouais. Ok, donc là, tu as parlé de canaux d'acquisition, lesquels sont plus rapides, les plus lents, etc. Les gens, ils arrivent ensuite sur ce qu'on appelle des pages d'atterrissage, des landing pages. Quelles sont les trois plus grosses erreurs typiques que tu vois sur les pages d'atterrissage, sur les landing pages? Déjà, je vois encore des fois des formulaires extrêmement compliqués. On demande trop d'infos, donc déjà être très direct. Le petit bouton WhatsApp, en fonction de qui on s'adresse, mais vraiment simplifier la vie d'utilisateur qui est de plus en plus fainéant au fil des années, hein, c'est ce qu'on devient. Voilà, et puis un message clair dès le premier bloc, ton USP principal, Unique Selling Point, très rapidement, et puis après des éléments rassurants, tes étoiles, enfin tes avis, si tu arrives à avoir des avis. Si tu as déjà un petit peu des avis, bah, tu les mets en valeur rapidement. Le Graal, c'est quand même le testimonial client par vidéo. Alors, c'est pénible à faire, c'est long, voilà, ça c'est lourd. Je dis moi-même, je l'ai pas fait pour moi, mais je trouve que le testimonial, c'est hyper puissant. Vidéo de 30 secondes, c'est parfait. Tu as réussi à faire des témoignages vidéo, c'est-à-dire, pas pour toi, hein, mais d'expliquer ça à tes clients, comment les obtenir, puis eux, vraiment, ils ont pris leur téléphone, ils sont allés vers leurs clients, ils ont filmé. Est-ce que tu as des success stories? Parce que c'est difficile à faire ça aux gens, hein. C'est hyper lourd.
Alors, sur les gros comptes qu'on a, oui, et eux-mêmes l'avaient fait avant. Vraiment, tu vois, des grosses compagnies d'assurance ou de banque ils peuvent le faire. Et encore, il faut que ça soit fait de façon très corpo, très spécifique. Mais sur de la PME, non. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ce qu'il faut faire. Il y a pas d'excuse, hein, parce que les clients satisfaits, ils les ont. Les clients qui sont prêts à donner une minute de leur temps parce que tu en as toujours dans ton portefeuille qui t'aiment particulièrement. Et puis, mais voilà, mais c'est vrai que la mise en place, elle est assez lourde, hein. C'est clair, c'est clair. Mm. Qu'est-ce Il que y a tu des penses? blocages. Ouais, il y a des blocages, c'est clair. Justement, qu'est-ce que tu penses? J'ai jamais fait ça et j'ai aucune idée, ça fonctionne pas, mais peut-être tu as l'expérience là-dedans ou tu as vu des gens qui ont fait ça. Les témoignages bah, générés par l'IA, tout simplement, donc les faux témoignages. Très franchement, est-ce que tu peux dire ce que tu en penses en espérant que ça va Bah, aider ceux qui nous écoutent, quoi. je pense que là, à l'état actuel des choses, bon, déjà tout ce qui est fake, je suis pas forcément pour, clairement, même les faux avis, Google My Business, alors oui, on en met trois quatre, on demande à ses proches, évidemment, il faut faire ça. Mais quand tu commences à faire vraiment la grosse volumétrie de fake, au bout d'un moment, ça te retombe forcément voilà, ça te revient dessus. Et puis, de toute façon, enfin, la vidéo avec les AI, je trouve que là, en 2026, enfin, là, actuellement, en décembre 2025, on voit que c'est les AI encore. Mais clairement, dans 6 mois, peut-être qu'on ne le verra plus du tout. Et donc là, oui, peut-être que pour tricher et pour aller vite, un faux témoignage ou deux, pourquoi pas, peut avoir du sens sur un lancement. Mais bon, on peut quand même avoir un témoignage, quitte au pire à demander à sa sœur ou à sa femme. C'est fake, mais c'est moins fake. C'est clair, c'est fake, mais c'est vrai, quoi. C'est fake, mais c'est vrai. La personne, elle a vraiment, Voilà. elle parle vraiment de Non, toi, ouais. quoi. Moi, là, on est d'accord que l'IA, la vidéo, tu vois encore que c'est de l'AI. Mais faut avoir l'œil, hein, ça fait flipper, hein, clairement. Mais moi, je pense que je le vois. Et je pense que la plupart Oui, des gens le voient. oui, Mm. je pense aussi, je pense aussi. On voit même quand à la base c'est une vraie vidéo mais qui a été retouchée ou soi-disant améliorée par l'IA et ça je comprends pas parce que ça enlève justement la valeur de l'authenticité C'est mais vrai. c'est un autre discours. J'ai vu ça hier, c'est pour ça, j'ai vu un gars que je connais vraiment, je sais que c'est lui qui a Ah fait la oui? vidéo mais il a plombé la crédibilité du truc en rajoutant, voilà, en faisant du montage automatique, tu sais. Ouais, je Euh, vois. Ok, ok, ok. Alors, comme je disais, on passe du coq à l'âne Mm. en pensant à nos entrepreneurs qui nous écoutent. On parle un petit peu de mindset. Peut-être tu as quand même allez, une bonne vingtaine d'entrepreneuriat derrière toi, avec une vingtaine d'années, je veux dire, entre ce que tu faisais Pas avant dans loin, ouais. Ouais, ouais. l'affiliation. Ouais, si, t'as raison. J'ai dû sortir de la fac à 22 ans et je vais avoir 42. Tu Ouais, ça vois, y est. tu Voilà, vois, tu me rajeunis pas, tu hein. vois, tu vois. Est-ce qu'il y avait un mythe, quelque chose que tu croyais à l'époque sur l'entrepreneuriat ou des choses que tu entends encore et tu as constaté qu'elles ne sont pas vraies? Qu'est-ce qu'on peut casser comme mythe, justement? Idées Bon, reçues. ouais, dur à dire. Si, si, le classique, c'est que être entrepreneur, c'est libre. Ça me fait bien rigoler. Je pense que ça fait rigoler beaucoup d'entrepreneurs. Alors oui, t'as pas de patron, mais au final, si, enfin si, parce que ton staff deviennent un peu tes patrons, parce que tu leur es redevable comme eux, ils te sont redevables. En termes de temps de travail, bah, souvent, l'entrepreneur, en tout cas, on est là pour montrer l'exemple. Donc, ça va être compliqué de travailler moins que ses équipes. On a un petit peu souvent la locomotive. Moi, je trouve que en plus, quand tu as des associés, bah, finalement, bah, tu n'es pas libre. Donc, par exemple, toi, tu es tout seul, c'est intéressant. Est-ce que vraiment tu sens cette liberté-là dans la prise de décision? Ouais, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est pas être beaucoup plus libre que d'être employé. Je trouve que ça, c'est un gros mythe. Et ça me fait bien rire quand j'entends ça. Parce qu'au final, on travaille comme des fous et puis voilà, ouais, on est enchaîné à notre boîte, quoi, et à nos projets. On n'est pas libre. Et qu'est-ce qui te donne, toi, alors de la force, de la motivation quand tu as l'impression que tout va mal? Bah, faut prendre plaisir quand même. J'avoue que j'ai eu des périodes où j'en avais vraiment marre et je me suis dit, voilà, là, je prends plus plaisir. C'est beaucoup de stress. Je travaille beaucoup pour pas grand-chose. Voilà, donc si tu arrives à trouver un équilibre où tu prends plaisir et tu gagnes un petit peu ta vie, c'est déjà bien et t'as déjà fait le gros. Euh, voilà, et puis ouais, aimer ce qu'on fait, mais c'est aimer les clients, la matière première que tu travailles un minimum. Alors même si moi, je trouve que tu vois, par exemple, le marketing digital, c'est pas le truc le plus sexy, le marketing en général, mais tu peux trouver des points
des points intellectuels hyper intéressants sur la psychologie, sur le graphisme, sur voilà, bon, bah là, nos métiers qui changent énormément ces 2 dernières années, c'est génial. Là, depuis l'arrivée de l'AI, je trouve que c'est un nouvel élan sur nos métiers qui est extrêmement intéressant. Donc là, c'est absolument passionnant parce que tu es obligé d'aller à 100% sur ces outils et de te former et de monter en compétences. Donc voilà, je pense que la notion de plaisir, elle est importante. Quand ça devient que du stress, euh, ouais, faut changer, faut arrêter, quoi. Si ça te bouffe, et il y a des périodes comme ça, faut essayer de passer le cap, bien sûr, hein. C'est jamais facile, mais si c'est des années à se faire bouffer par ta boîte, faut passer à autre chose, je pense. Tu fais partie encore de groupes d'entrepreneurs ou au-delà du côté sparring partner que tu as avec tes associés. Comment est-ce que tu mets en place des trucs pour alimenter ton mindset? Bah, j'écoute beaucoup de contenu, Mhm. clairement, bah, de contenu comme le tien, comme d'autres. Donc, ouais, quand j'ai un petit peu de temps dans la voiture, je me mets des podcasts. Ça, clairement, je me nourris beaucoup de ça. Pas forcément dans mes métiers d'ailleurs. Après, des groupes, bah, j'ai des amis. En fait, j'ai un cercle social d'entrepreneurs, hein, beaucoup. Donc, on se nourrit entre nous et en plus, on est dans les mêmes métiers. Donc, j'ai des amis qui ont des agences, j'ai des amis qui font même la même chose que moi, qui sont des concurrents directs et on se nourrit comme ça. Et ça, c'est vrai que je l'ai toujours. Naturellement, tu vas te rapprocher de ceux qui font la même chose que toi. Et puis, bah, tu te fais des retours d'expérience et puis tu progresses comme ça et tu essaies de prendre et de donner voilà, de l'info, quoi. C'est clair. Merci, Vivian. J'ai lu quelque part que tu pratiques l'escrime, c'est juste? Hmm. Ouais. Est-ce que ça joue un rôle dans tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sport ou l'escrime en particulier? Bah, depuis tout petit, je fais de l'escrime depuis que j'ai 7 ans. Je remercie mes parents de m'avoir mis là-dedans, alors, quel que soit le sport, hein. Et oui, je pense que le côté compète, alors j'adore la compète, là, j'étais encore dimanche. Alors maintenant, je suis vétéran, voilà, j'ai pris mon petit coup dur. C'est pas Mais moi, même, c'est toi. j'y vais quand même. J'y vais quand même parce que j'aime bien me battre. Il y a un côté un peu duel. J'aime bien gagner. Bon, après, voilà, je perds. Et puis quand tu perds, bah, tu dors mal. Et puis voilà. Mais non, non, pour faire le lien avec le business, oui et non, parce que le business, c'est surtout une bataille contre toi-même, en fait. Parce que oui, tu as des compétiteurs qui se positionnent comme toi, mais au final, ça sert à rien de les regarder et de se dire toute la journée, ah, ils sont meilleurs, ils sont plus gros, ils sont plus forts, ils ont une meilleure valeur perçue. Le sport, c'est ça, et le business, c'est ça, c'est toi-même. En fait, toi, ton entreprise, tes collaborateurs, c'est sur soi qu'il faut travailler. Et en sport, c'est pareil. Même si ça sert à rien de regarder l'adversaire. Ouais, Il y ouais, a- ouais. Tu peux le surveiller un petit peu, faire du benchmark, mais Non, c'est clair. J'ai lu aujourd'hui, je crois, alors je sais plus qui, dans quel contexte, le gars se disait, c'est si je devais être mon concurrent, qu'est-ce que je ferais pour me défoncer en fait? Tu vois, au lieu de regarder la vraie concurrence, mais tu t'imagines que toi-même tu te concurrences en fait. Donc bah oui. ça revient à se dépasser soi-même, quoi. Si tu veux, on peut parler un petit peu de stratégie, de clarté. Donc, vous prenez les décisions à plusieurs, si j'ai bien compris. Comment ça se passe? Vous avez un framework, des rituels? Comment vous faites pour éviter les angles morts? Voilà, je te lâche. Ouais, il y a plusieurs choses. Alors, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a quand même plusieurs bureaux et plusieurs scopes, on a créé un petit peu des. Moi, j'ai fait une petite organisation par studio. On appelle ça des studios en interne par service. Donc, on va avoir la personne qui gère le studio SEO, la personne qui va gérer le studio Créa, le studio Google Ads. Donc, du coup, les décisions en termes opérationnels se font vraiment entre moi et lui, entre guillemets. Donc, ça permet déjà d'éviter que tout le monde s'occupe de tout. Donc Et là, juste pour comprendre, tu parles de responsable de pôle ou c'est des ouais, associés? non, responsable de pôle. Ok. Alors, avec mon associé, la barrière, elle est simple. On s'est attribué des rôles qui sont très clairs. À part, finalement, maintenant, on se connaît tellement. Moi, je sais déjà ce qu'il pense sur un truc. Mais donc, j'en ai même plus besoin de s'appeler. Mais au final, on va faire, je sais pas, une réunion tous les 15 jours sur vraiment les grandes directions et surtout pour tenir au courant de l'autre où est-ce que ça avance sur certains sujets. Mais vu qu'on a fait des vases communicants, enfin, non, pardon, vu qu'on a bien cloisonné les responsabilités, les choses sont claires. Donc, moi, dans mon cas, par exemple, mon associé, il va être vraiment sur la partie Salesforce. Il va travailler les propals, il va aller chercher des nouveaux comptes. Alors, moi aussi, je le fais, mais plus à la marge. Et moi, j'ai toute la partie, par exemple, opérationnelle, finance, RH. Voilà. Si tu arrives à bien cloisonner les choses comme ça,
généralement, il y a moins de sujets de friction. Mais des fois, on n'est pas d'accord et des fois, on s'engueule et puis on finit par trouver un point d'accord, hein. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est les rôles entre toi et lui, les rôles Associé. de direction. Mm. Concernant, je te laisse maintenant reprendre, pardon, sur les chefs de pôle ou de studio, comme tu les appelles. Voilà, Ouais. comment ça fonctionne, ces structures? C'est après, c'est comme une étoile où chacun vient te challenger, ou bien tu fais des réunions avec tous les chefs de pôle, enfin, ou chefs ou responsables, comment ça se passe? Ouais, bah, alors, soit on a carrément un système d'association, donc on crée une autre structure et il va avoir X%, l'associé qui va gérer ce pôle-là, il va avoir X%, et nous, on apporte bah, toute la partie déjà process, les case studies, et puis tous les autres services à côté. Puis là, on se met d'accord sur un pourcentage. Ça, c'est un modèle qui est sympa, une sorte de mini-modèle de franchise. Mhm. Et puis, si c'est du salariat plus traditionnel, bah, là, tu es dans un rapport assez classique de manager à manager avec des objectifs à l'année, comment est-ce qu'on avance. Là, c'est un peu plus simple parce qu'à la fin, c'est quand même toi qui décides, même si moi, j'aime bien que les personnes soient les plus autonomes possible et que je sois simplement dans la validation. Mais quand il y a vraiment des gros problèmes, bah, généralement, ils sont pour toi et c'est à toi de trancher. Ok, ok, ok. Tu utilises un système, un framework genre les OKR avec des KPI, avec des périodes, ou comment ça se passe? Non, là, pour le coup, on est assez artisanal, hein. On va travailler sur de l'Excel, avec des PNL. Non, là, on n'a pas d'outils particuliers, on n'est pas assez gros. Alors, ça, si tu m'as posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que je referais Ça, c'est quelque chose que j'ai pas bien fait. Bien m'outiller sur ces sujets-là, sur les outils de... J'ai mis du temps. Maintenant, c'est le cas, mais au début, tu vois, là, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui monte une agence, bah, mets tout de suite en avant ton outillage de tracking de temps. Fixe bien ton taux horaire et tiens, et surtout s'y tenir parce que l'écrire c'est bien. Outille-toi en interne du mieux possible sur tout ce qui est factu, tout ce qui est voilà. Alors certes, c'est des outils qui vont vite coûter cher au mois, mais ça te fait gagner un temps de fou derrière et puis t'es moins sur voilà à galérer sur un Google Sheet, à plus savoir où tu as mis ta data quoi. Donc plus tu vas te processer, plus tu vas t'outiller. Quitte des fois à payer des outils où tu t'en sers pas beaucoup, mais avec du recul, moi, je reconnais que ça, je l'ai mal fait. Ok, ok, ok. Et j'aurais pu gagner énormément de temps et scale beaucoup plus vite si je m'étais outillé tôt sur ces sujets-là. Merci, merci pour cette pépite. Quand tu dis scale, bon, bien sûr, on pense au chiffre d'affaires, on pense aussi à la taille de l'équipe. Vous êtes 30 là quand même, hein, c'est pas rien. C'est tous des salariés, il y a des freelances de quoi on parle Il en y a fait? des freelances, j'ai la moitié en payslip, donc salarié, que ce soit sur la Suisse et sur l'Asie, parce que j'ai encore les bureaux en Asie. Et sinon, j'ai des modèles de freelance. Alors, c'est soit freelance mi-temps sur facture, voire certains, tu vois, notamment les développeurs maintenant, limite, on passe par des SS2I. Puis, alors, certes, on les paye beaucoup plus cher, mais au moins, il y a la flexibilité. Et je considère que c'est un salarié parce qu'il est full-time chez moi et que je le paye, mais au final, c'est sur facture avec un intermédiaire. Ok, Mais ok, l'un dans l'autre, c'est plus simple. C'est plus ok, simple. ok. Alors c'est clair, quand tu passes par une SS2I, bon, le processus est différent. Donc pour ceux qui nous écoutent, on va dire une SS2I, c'est une société de services informatiques qui va nous Ouais, donner des hommes ou des femmes, des ressources en fait, hein, qui tout peuvent à fait. bosser même 2 ans pour nous à plein temps. Mais par contre, lorsqu'on se lance et on passe de, pas forcément qu'on se lance, mais quand on décide de passer de solopreneur à agence, donc on va commencer par un premier recrutement si on était seul avant. Celui-là, il est clair. Quel conseil t'as à donner là-dessus, là, sur le premier recrutement? Le premier, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Vraiment. Enfin, faut pas se planter, quoi. Et Enfin, comment on après, se tu peux te plante? C'est planter, quoi tu les perds du temps. recettes pour se On se planter plante là? Comment on se tous, plante? Allez. on se plante tous. Bon, c'est vrai que le premier, généralement, c'est tellement un choix financier important parce que c'est un vrai sacrifice financier. Souvent, ton premier employé, il va être mieux payé que toi parce que toi, tu vas pas te payer l'année où tu l'as pris. Enfin, sauf si tu as un business hyper florissant. Mais oui, le premier est l'important. Puis le premier, la première personne que tu emploies, c'est là aussi où toi, tu vas faire tes erreurs de RH, où tu vas faire absolument n'importe quoi et c'est lui qui va en pâtir et ça va être de ta faute. Donc, ça, c'est quelque chose, hein. C'est vrai que maintenant, avec le recul, avec l'expérience, bah, j'ai appris beaucoup. Ça, c'est pareil, je me suis pas mal formé sur le RH parce que tu crois que c'est inné, tu crois que tu vas être bon, qu'il suffit d'être gentil avec la personne. Alors évidemment, il faut être gentil avec la personne, c'est le b.a-ba, mais en fait, ça suffit pas du tout. Ça suffit pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je trouve que c'est le plus dur, le RH. Je préfère largement être en contact client. Je trouve que c'est pas évident. Il y a tellement d'humains. Voilà. Puis, j'ai envie de dire, la première personne.
Bah, peut-être quelqu'un qui te ressemble, vraiment, qui est quand même, que tu alors je dis pas que tu vas en faire ton ami, c'est pas l'idée, mais qui te ressemble, qui soit assez proche de toi quand même, que ça soit en tranche d'âge, voilà, en milieu, voilà, pas trop éloigné, quoi. Faut pas se compliquer trop la vie. Nous, une des premières personnes qu'on avait pris, alors c'était pas le tout premier employé, quand on était à Hong Kong, on avait pris quelqu'un de beaucoup plus âgé que nous, parce qu'il avait l'expérience, qu'on payait beaucoup plus cher et tout. Ça s'était mal passé parce qu'on parlait pas le même langage, en fait. On avait 15 ans d'écart, et on s'est pas compris et on a perdu beaucoup de temps. Ok, ok, ok. Mmh. Est-ce qu'avant de faire le premier recrutement, à l'aise, hein, Vivian, on a tous fait des erreurs, est-ce que tu avais posé par écrit, moi je l'avais pas fait à l'époque, hein, mais est-ce que tu avais posé par écrit ta vision, où tu voulais en être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, ou tes valeurs, est-ce que c'est quelque chose que tu avais mis par écrit ou Moi, je fais pas ça. Moi, je mets même pas de budget. Pour 2026, j'ai même pas mis de budget. Non, non, j'ai toujours été tête dans le guidon. Je me mets pas d'objectif. Enfin, je me mets un objectif dans ma tête, mais je travaille pas comme ça. Il y a plein de gens qui le font et qui sont hyper organisés, qui vont, comme tu dis, bien formaliser les choses et qui vont essayer de faire un bilan tous les 2 mois, 4 mois, 6 mois. Il y a plein d'entrepreneurs qui avancent très bien comme ça. Et je pense qu'ils ont raison, mais moi, j'ai pas j'arrive pas à faire ça. Ok, J'arrive ok, pas à faire ok. ça. Mmh. Si on revient sur le recrutement, donc il y a la phase avant pour sélectionner. Est-ce que tu as peut-être un ou deux conseils pour soit pour se planter, soit pour réussir? Comment on choisit la perle rare, que ce soit au niveau skills techniques, hard ou bien les soft skills. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes quand tu recrutes? Bah, c'est vrai que finalement, plus tu testes en amont, moins il y a de mauvaises surprises. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais pas assez au départ. Tu fais assez confiance. Tu veux dire, bon, voilà, bon, comment tu parles anglais? Oui, je parle anglais. Tu parles 3 minutes avec lui, puis en fait, tu te rends compte un mois après que son anglais était pas si fou. Donc, malheureusement, tester un max en amont, quoi. Sur la partie hard skill, quoi. Je pense qu'il faut les tester, hein. On est là pour, voilà, on met des petits exercices. Puis si la personne elle veut pas le faire, bah écoute, c'est qu'elle a pas envie de travailler pour toi. Donc moi, je pense qu'il faut pas hésiter à alors les tests de QI, tout ça, je dis pas je suis pas allé jusque-là, mais vraiment sur voilà. Maintenant, moi, sur mes processus de recrutement, je mets du test et puis après, oui, le feeling. Moi, surtout la motivation d'apprendre. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes logiques que toi? Est-ce qu'ils ont envie de mais bon, voilà, alors maintenant, avec le temps, j'ai appris à lire les gens aussi. L'expérience joue pour beaucoup. Tu apprends un peu mieux comprendre, mais évidemment que tu te plantes, quoi. C'est un métier, hein, le recrutement, hein. Et quand tu es entrepreneur et que tu es une petite équipe, comme nous, bah, tu pas toute cette expérience qu'un RH, va avoir et tout ce savoir et toutes les bonnes techniques et les méthodes aussi de communication que moi j'ai pas du tout. Non, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, je me rends compte, je pose des questions, si tu me les posais, j'ai, oups, je saurais pas trop. Mais j'y vais, hein, parce que tu peux Mmh. nous balancer des perles, comme tu l'as déjà fait d'ailleurs, merci beaucoup. Est-ce que tu as un moyen pour piger quelles sont les valeurs de la personne ou bien ce qui la motive vraiment, tu sais, au-delà, voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle va rester là? Moi, c'est toujours un truc qui, quand j'embauche quelqu'un, je me dis, OK, mais il y a l'onboarding, ça va durer 2, 3, 4 mois, je sais ce qu'elle soit performante. Entre-temps, Ouais. tu n'as pas engagé quelqu'un d'autre. Si tu dois t'en séparer, ça a vraiment un certain coût. Voilà. Ouais, je suis d'accord que c'est bien de te se donner une fenêtre de temps, effectivement, de formation et tu te dis aussi: «Bon là, la personne, je la prends pour au moins combien de temps?» Et 2 ans, 3 ans, ça me semble être le minimum. Donc si la personne, tu sens déjà dans son discours que, bah, dans un an, peut-être qu'elle a envie de changer de zone géographique, heu, moi, pour moi, là, je pense qu'il faut dire, faut se marier avec la alors évidemment, ça se fait pas tout le temps, mais faut se dire que c'est au moins un projet de 2 3 ans et il faut sentir de l'autre côté qu'il y a cette envie-là. Si elle est pas là et que tu sens que la personne elle est en phase de test ou de reconversion, mais elle sait pas trop, moi je continue pas la conversation. Hem, voilà, puis après oui, il faut trouver le fit entre, la valeur qu'elle va t'apporter, l'implication qu'elle va mettre, toi combien tu vas la payer, le temps que toi tu vas mettre pour la former et puis évidemment comprendre ce qui l'anime, quoi. Si tu les ça devient génial quand tu réussis à donner des alors ça peut pas être 100 mais à donner des missions à la personne et à tes collaborateurs qui leur font plaisir et ils prennent plaisir à les faire. C'est pas tout le temps le cas malheureusement parce qu'on fait pas tout le temps tout ce qu'on aime, mais si tu arrives à comprendre ça et là, tu vas te rendre compte qu'elle va se former toute seule, elle va aller chercher toute seule, qu'elle va peut-être faire des heures sup que tu lui avais pas demandé parce que ça lui plaît
et essayer de, voilà, essayer de l'inspirer comme ça. C'est pas évident, hein. C'est vrai ça, c'est vrai. Euh, vous êtes One Solution sur plusieurs continents en fait, donc forcément télétravail. Est-ce que tu as Beaucoup. des astuces ou des erreurs que tu as fait en télétravail, des trucs que tu veux partager là-dessus ou voilà, des astuces? Ouais, bah, c'est contraignant. Après, alors, l'avantage du télétravail, nous, on en faisait déjà un petit peu avant le Covid, puis le Covid, ça a énormément accéléré, puis l'ouverture du bureau en Europe aussi. Donc, on s'est mis, on a quand même des bureaux physiques, mais on a 2 jours de télétravail par semaine. Là, il faut quand même une organisation, hein, d'outillage, donc Slack, s'assurer que les gens sont connectés, leur dire que, voilà. Mais du coup, tu es obligé d'arriver à un management à la mission. Et de toute façon, depuis le départ, moi, ça me plaît, de dire, voilà, je ne vais pas te micromanager. Si tu es pas là à 9 heures devant ton ordi, alors sauf si tu as un rendez-vous client, bien sûr, et que tu as commencé à 10 heures aujourd'hui, c'est pas grave, tu finis à 20 heures ou tu fais tes choses, mais on va trouver la bonne balance sur, moi, j'arrive maintenant à estimer correctement telle mission, elle va prendre tant d'heures, bah voilà, bah, faut que ça soit fait. Et je suis pas là pour te. Et en fait, le télétravail, tu es obligé de faire confiance aux gens. Et ceux qui trichent, et ben, ils ont pas en fait, ceux qui trichent, tu vas le voir parce qu'ils n'auront pas fait leur, leur la tâche correctement, puis à la fin, ils vont devoir rendre des comptes. Donc il faut essayer de trouver un petit peu cette balance. Mais il faut quand même un minimum d'outils, quoi. Justement, quel outil ou quel rituel, quel processus tu mets en place pour créer cette cohésion d'équipe, voilà, le fait que ce soit pas des gens qui battent chacun dans son compte. Ouais, c'est pas évident, malheureusement, il y a un peu de ça. Il y en a qui sont même tout seuls dans un pays et du coup, bah, ils se sentent un peu seuls par rapport à nous, là, l'équipe suisse, où là, bah, voilà, on a fait le Christmas lunch, enfin, on a fait le repas de Noël, où voilà. Donc, il y en a des fois qui sont un petit peu tout seuls, mais ils ont choisi aussi d'être tout seuls, puis ça leur va. Mais là, oui, il faut quand même faire des calls, des réunions. Par exemple, tous les 15 jours, on a une petite réunion créative où là, bah, pendant une demi-heure, chacun dit un petit peu ce qu'il a vu, passer, ce qu'il a fait de très créatif et ce qu'il a envie de faire pour les 15 jours d'après, que ce soit pour des clients ou pour de l'organisation interne. Voilà, on met des petites choses comme ça en place, se voir au moins en visio assez régulièrement. Ok. Mais il y en a toujours qui sont un petit peu isolés, hein, c'est sûr. Carrément toute l'équipe, 30 personnes pendant t'arrives à Non. faire Ah ok, quand même. Non, non, on fait soit par pôle. Ok. C'est très rare je sais même pas si c'est déjà arrivé qu'on soit tous en même temps. Ou alors si une fois il y avait un départ d'un cadre, on s'était tous mis, voilà. Mais non, c'est assez rare. C'est vrai que entre l'Asie et l'Europe, il y a beaucoup de vases communicants, mais on n'est pas tout le temps sur les mêmes sujets. Donc on regarde un petit peu de loin ce qui se fait là-bas. Ok, 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 ok. Je vais revenir sur. Merci, hein, Vivian, pour ce que tu partages. Je vais revenir sur le côté un peu stratégie, lucidité, clarté stratégique. Comment tu fais, toi, pour sortir la tête du guidon, prendre de la hauteur? Parce que, voilà, comme tu disais, on bosse beaucoup. Comment tu fais pour prendre des bonnes décisions lucides? Petit aparté de ma part, pour préciser que dans mon cas, la question de la clarté stratégique et du passage massif à l'action, ce sont les deux éléments qui m'ont littéralement aidé à briser mes plafonds de verre ces derniers 2-3 ans. Pourtant, j'ai créé ma première boîte en 98, celle qui m'occupe encore actuellement en 2000, et c'est que très récemment que j'ai compris la puissance du cerveau collectif pour avoir cette clarté et aussi de la redevabilité saine envers un groupe de pairs qui te soutient, en qui tu as confiance, pour non seulement prendre les bonnes décisions, comme je disais, mais aussi pour passer massivement à l'action. Ça s'appelle un mastermind. Si ça t'intéresse, si toi aussi tu veux briser un plafond de verre, si tu veux prendre de la hauteur et tu veux justement progresser de façon très concrète dans ton business, je t'invite à aller sur cartonnet.com, tu cherches la rubrique mastermind et là tu auras plus d'informations pour en savoir plus, comment ça fonctionne, de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous rejoindre et je te dis à tout de suite là-bas ou en tout cas après l'épisode, tu vas sur cartonnet.com et tu cherches mastermind. Je pense que j'en prends pas. Non, c'est vraiment compliqué. Est-ce que c'est sûr que je pense souvent. Ouais, c'est pas évident. Moi, je suis vraiment l'impression que je suis dans une machine à laver qui tourne, qui tourne, qui tourne et puis, je prends les opportunités là où elles sont, jusque voilà, je guide mon entreprise de façon opportuniste. Je sais pas si c'est la bonne stratégie et comme je t'ai dit, tout à l'heure, je vais pas, me dire: «Voilà,
2026, il faut que je fasse X sur tel marché, il faut que j'ai absolument développé ce service-là, etc. On se donne des objectifs, on se donne des guidelines, enfin des deadlines, pardon. On se dit, voilà, là, si on veut monter un nouveau service, bah, fin janvier, ça c'est prêt, fin février, la landing page, elle est prête, les campagnes elles sont lancées derrière. Mais vraiment de façon très, voilà, dans le temps, des mini-objectifs sur des semaines ou sur des mois. Ce qui est sûrement une erreur parce que j'ai pas forcément une vision très macro, mais pour l'instant, ça a toujours marché. Ça m'a très bien réussi cette technique d'aller là où. Par exemple, je donne un petit conseil que je donne souvent à des jeunes qui se lancent. Je leur dis le juridique, l'administratif, mais vous verrez ça après. J'ai des mecs qui montent une boîte, ils passent 6 mois avec leur fiduciaire à se mettre là, l'OCAS, les machins. Non, tu fais d'abord. Est-ce que tu arrives à vendre? Est-ce que tu as fait du chiffre d'affaires? Au pire, tu fais une année et puis tu iras être régularisé, tu appelleras le fisc et puis tu leur diras désolé, j'ai oublié de payer mes impôts et puis il y aura aucun problème. Donc voilà, déjà vraiment être focus business, validation du business avant de faire tous les 500 000 white paper, brand guideline en amont quoi. Est-ce que mon produit, mon service, il marche, que j'arrive à le vendre? Tout le temps foncer comme ça moi. Ah non, Et mais ça marche. Ouais. ça clairement, c'est pour ça que tu disais opportuniste, que c'est comme ça que d'ailleurs tu as lancé la boîte, parce que Ouais, tu faisais un toujours. truc, une opportunité, et ça c'est clair, les gens qui font de la paperasse ou de Oui. l'Excel ou du provisionnel, en fait c'est une forme de procrastination. Ça me rassure d'avoir mon logo, ça me rassure d'avoir des papiers, mais on n'ose pas mettre notre produit sur le marché et se choper un nom, et puis donc avoir du feedback. Soit ça, soit ils ont envie de faire les choses tellement proprement et correctement qu'ils le font, puis ils se rendent compte que ça prend trop de temps, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et ils ont perdu de l'énergie, alors que ça vient après, en fait, tu te régularises après. Alors, je dis pas qu'il faut faire des choses illégales, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais pour moi, c'est secondaire. Non, c'est Euh, clair. Et puis en Suisse, il y a beaucoup de marge, hein. En Suisse, tu peux faire beaucoup avant d'avoir des oui, alors obligations ça, j'ai de, trouvé quoi. ça Donc, c'est- incroyable. Comme tu peux effectivement l'année d'après te dire, désolé, là, ma TVA, par exemple, bah, j'ai pas vu que j'avais passé le plafond. Bah, c'est pas grave, monsieur, on va vous envoyer un courrier, puis t'as pas d'amende. Et ça, franchement, ouais, Non, non, c'est bah, cool. clairement, clairement. Tu peux même vendre des services sans être enregistré nulle part jusqu'à. Alors le plafond, il est bas, Oui, mais pour la mais plupart des gens, tu peux déjà c'est gé- avoir un, deux, trois clients en étant tout à fait en règle et ouais. après t'enregistrer, tu vas Et après, faire ton entreprise individuelle, etc. Et c'est vrai que ça, c'est très, très agréable. Ouais, c'est une Exactement. vraie flexibilité, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Et pour une boîte de service, aujourd'hui, avec 500 francs, tu peux monter une SARL. Si tu veux créer une forme juridique comme ça, qui a pas mal d'avantages aussi, tu peux la créer avec zéro client de toute façon, quoi. Mais de toute Ouais. façon, c'est pas l'ordre qu'il faut suivre. Là, on est d'accord. Ouais, 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 non, Ouais, mais bien c'est ça, sûr. quoi. Non, mais je dis pas que c'est le plus long, mais j'ai pris le juridique comme exemple, mais ça peut être plein d'autres choses, comme tu as dit, les cartes de visite, etc. Ouais, Alors, je dis ouais. pas qu'il faut pas les cartes de visite, mais quand tu auras tout fait avant de te lancer vraiment, au final, tu auras perdu 6 mois, un an, quoi. Ouais, non, c'est Et tu clair. n'auras pas validé ton product market fit ou ton service market fit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Bah moi, bah forcément, avec le club cartonné, je fais beaucoup de rencontres présentielles, j'en organise, mais ça fait, allez, 18 ans que j'ai pas de carte de visite. Je pense pas que c'est la priorité pour la plupart des gens. Après, ça dépend peut-être Ouais. les corps de métier, quoi. Euh, En fait, un truc dont je voulais parler avec toi, c'est par rapport à la lucidité ou la clarté. C'est est-ce que tu es du genre à réfléchir beaucoup dans ton coin et tu décides, ou tu es du genre à parler de tes idées avec tes associés ou ta famille ou tes amis et voilà, tu te confrontes. Voilà, comment tu fais pour capter la donnée que tu n'as pas en fait quand tu dois prendre une bonne décision? Tu vas au pif, à l'intuition? Non, non, alors j'intellectualise beaucoup tout seul. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, le soir avant de m'endormir. Je pense que là, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, ou dans la douche le soir. Et c'est vrai que la douche, c'est marrant, j'ai écouté tout le temps connecté, là, c'est encore un des seuls moments où tu n'as pas ton iPhone, c'est la douche, tu vois. Ouais, arrête, arrête. C'est- Moi, j'ai des périodes où je mets un haut-parleur Bluetooth et j'écoute des podcasts Non, sous la douche, mais c'est terrible parce qu'en fait, les meilleures idées, elles viennent dans le vide. Et là, ouais. je me suis rendu compte qu'il y a une période de ma vie, il n'y avait aucun vide en fait. Toujours en train Ouais. d'écouter, de faire un truc et t'as plus de créativité, quoi. Ah, parce que même dans la voiture, tu mets tes podcasts. Le matin, premier truc qu'on fait, c'est ouvrir nos mails et c'est terrible. Et les seuls moments de vide, comme tu dis, j'aime bien le terme, c'est vraiment la douche et puis le lit. Parce que théoriquement, tu t'endors pas avec du bruit. Et c'est là où ça tourne, où ça tourne, où ça tourne. Et c'est marrant, je pense que la plupart des entrepreneurs prennent leurs décisions le soir avant de s'endormir, en fait, non?
Ouais, ou la nuit porte conseil, le matin tu Ouais, dis, ah, je sais. voilà, voilà. Et, euh, et après, est-ce que j'échange quand j'ai un doute? Oui, mais je suis pas du genre à... Non, je suis pas du genre à... Alors maintenant, c'est vrai que c'est génial aussi Gemini, ChatGPT, parce qu'il t'ouvre des cases que tu n'avais pas forcément pensé. Et finalement, il remplace un petit peu ton associé sur certains sujets, parce qu'il te challenge énormément si tu lui mets les bons prompts. Et Ah ça, c'est ouais. quand même assez bluffant, hein. Puis tu peux même papoter avec lui. Même sur des sujets ultra techniques, il va t'ouvrir des horizons qu'on n'avait pas il y a 2 ans. C'est vrai que c'est une source absolument Ah ouais, ouais. à la fois terrifiante et ce serait dommage de s'en priver. Donc maintenant, je parle beaucoup, je passe de plus en plus de temps avec Gemini, moi. Non, 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 clairement. Triste à dire, mais Pour le prix, on parle de 20 francs par mois, même pas. Tu peux passer des heures à... Bien sûr, il faut que ce soit sur des sujets où tu as déjà des connaissances. Si tu connais Hmm, rien, oui. ouais. Mais Ah dans oui, je les suis domaines d'accord. où tu es bon, waouh, c'est impressionnant là, la valeur. Incroyable. C'est incroyable. Et en plus, je pense que, enfin, en tout cas, moi personnellement, je pense que j'utilise 1% du potentiel du truc, hein. Non, non, c'est clair, J'y passe du temps, mais c'est foudroyant. C'est vraiment. Voilà. Donc, ça, l'entrepreneuriat de demain passera aussi par là. Mais je te rejoins à 100% que sans une bonne base dans l'industrie ou dans ton métier, je suis pas sûr. Enfin, et encore que si, hein, si vraiment tu te lances zéro. Mais demain, je lance un resto. Je demandais, je connais rien en resto, hein. Mais si demain je décide de lancer un resto, je demande à Gemini de me faire mon business plan. Je vais lui demander plein de choses en vrai, même sur un lancement, hein, C'est clair. quand tu y penses, que tu vois ce que ça t'apporte, hein. Non, non, clairement, clairement. Mm. Ok, Vivian, si tu veux, on peut passer une partie qui est pour moi difficile, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, on a tous les mêmes, un peu, les mêmes soucis, mais peut-être pas pour toi, j'en sais rien. C'est la partie organisation, gestion du temps, ça te va? Ouais, bah, moi, tout me va, hein. Ok, J'adore ok. en discuter avec toi. C'est très plaisant. Tu peux nous dire un petit peu, allez, on peut partir là-dessus, une journée typique, si tu as des journées typiques, ou comment tu dépenses ton temps au travail, quoi. Bah alors ça pour le coup, je suis très mon calendrier, c'est précieux, c'est important, surtout depuis que j'ai eu des enfants, parce que ça, c'est quelque chose qui il y a l'avant et à l'après. Je sais pas si tu as des enfants, mais je trouve que, voilà, quand tu as pas encore des enfants, bah, tu peux te permettre de bosser le samedi, de bosser le soir. Quand tu as des enfants, bah, tu as moins envie, tu as envie de te dire: «Voilà, je me limite à, 50 heures, 60 heures par semaine», des fois le week-end, mais j'ai envie d'avoir mon dimanche, voilà. Donc déjà, tu es obligé d'aller chercher de la productivité. Donc forcément, bah, t'enlèves bah, tout ce qui est bruit, tout ce qui est procrastination, les réseaux, les machins. Bon, ça c'est la base. Et puis après, oui, t'es obligé d'économiser ton temps un maximum et de bien t'organiser. Donc moi, j'ai des journées dédiées à des problématiques dans mon calendrier, ou moins des après-midi que je me bloque. Tu vois, par exemple, si après, bon, par exemple, la prospection. Là, en ce moment, je fais un peu de lead gen. Bah, là, t'es en flux tendu et ça, c'est très fatigant parce que tu as tes campagnes où tu vas capter tes leads, ils vont remplir les leads le mercredi après-midi. Il faut les appeler jeudi matin. Tu le sais, un lead, faut pas attendre 48 heures parce qu'il aura oublié qu'il a rempli son formulaire Facebook. Donc là, bah, tu es obligé tous les matins de passer tes petits coups de fil, de faire tes petites relances email, etc. Donc ça te chamboule un peu ton calendrier. Mais voilà, il faut prioriser. Moi, j'aimerais bien passer plein de temps à discuter avec plein de gens. Pareil sur la mise en place de partenariats. J'ai perdu beaucoup de temps à mettre en place des partenariats finalement avec des acteurs qui étaient quand même trop éloignés, où je me rends compte que je ne vais pas leur apporter de valeur et eux, ils ne vont pas m'apporter de valeur. Donc, voilà, sélectionner tes calls et puis voilà. Et puis, essayer de sortir au maximum de l'opérationnel, même si j'y retourne quand même tout le temps. Je pense que 20% de mon temps, c'est de l'opérationnel, hein. Alors que je devrais en tant que chef d'entreprise, je devrais être allez, 1% des cas vraiment sur les urgences quand il n'y a plus personne, quoi. Je sais pas si, mais voilà. Mais je passe encore pas mal de temps dans l'opérationnel. Alors, ce qui permet quand même de rester au fait des choses aussi. Ce qui est très sain pour vendre, pour ta partie technique. Si vraiment tu sors complètement de la technique et que tu vas plus jamais dans l'outil, dans les outils, bah, tu étais moins bon après techniquement. Et puis quand il faut aller pitcher une boîte où en face, tu as quelqu'un d'un peu technique, bah, il va dire, mais mec, t'es pas allé sur Google Analytics depuis 2 ans, là. Oui, Tu vois? Et ça se voit. Donc, c'est bien de garder un peu d'opérationnel. Je sais pas si je réponds à ta question, oui, ça peut oui, partir bah, dans tous les sens. ça donne plein de matières. Donc, ce que je déduis, c'est qu'en tout cas, dans ton agenda, tu as des blocs précis pour. Ouais. Tu passes pas d'une tâche à l'autre n'importe comment, en fait, quoi. C'est un truc que je déduis, quoi. Alors, oui, j'essaye. Après, j'ai la règle moi, je m'applique la règle des 2 minutes. Ok. Ouais, Tu sais, une bah, tâche. vas-y, partage, c'est Ouais, intéressant, ouais. la tâche la règle des 2 minutes, moi je trouve qu'elle est primordiale. Mais même dans ta vie, hein.
Je sais pas si ta femme elle te dit qu'il faut faire un chèque pour l'école. Bah, tu dis pas que tu le fais demain en fait. Elle te Ouais. fait un chèque, tu montes, tu fais ton chèque et il est fait. Et si ça prend 2 minutes ou 5 minutes. Et pareil pour un mail, répondre à un mail, si ça prend 2 minutes, tu le réponds. La notification WhatsApp, si tu la vois passer, que c'est vraiment. Voilà, parce que. Mais bon, à des moments, par contre, il faut quand même couper toutes les notifs et rentrer dans une tâche longue. Mais moi, je suis quand même. Et j'adore les micro-tâches, donc je suis plutôt sur une accumulation de micro-tâches dans des domaines complètement différents, alors que je vais avoir beaucoup plus de mal à me poser 4 heures d'affilée sur un audit, à délivrer l'audit. Donc en fait, ça me va très bien de travailler comme ça. Je sais qu'il y en a, par exemple, un designer, lui, bah, il va tout couper, il va faire sa créa, il a besoin d'être dans son environnement pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Moi, ça, j'arrive pas. J'arrive pas à faire ça. Je vais aller checker mes mails, je vais checker. Ok, ok. Donc des fois, tu vas toi-même, même si tu as la bonne notification, tu vas toi-même faire ça. Mais est-ce que tu as des interruptions, bien ou pas bonnes, hein, c'est sans jugement de valeur, qui viennent de tes collaborateurs? Comment tu les gères? Est-ce que ta porte, elle est toujours ouverte? On peut t'appeler à tout moment? Voilà. Non, non, effectivement, il y a des moments où je coupe le téléphone et je dis que je suis pas dispo, sinon tu n'avances plus sur rien, quoi. Après, c'est toujours pareil. Il y a la règle des 2 minutes, puis il y a la règle de une tâche. On Si, va juste le dire pour ça que par tout le monde. La règle des 2 minutes, c'est si une tâche, elle te prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. C'est ça, hein? voilà, Ouais. exactement. Ouais, désolé, j'aurais dû Non, non, commencer par là. non. Si tu tombes là sur une tâche qui prend moins de 2 minutes, vaut mieux la faire tout de suite que tu vas perdre plus de temps à le mettre en non lu et à dire je le fais dans 4 heures, je le fais demain. Et en plus, ça te force à la faire dans les 2 minutes, entre guillemets, si tu t'es dit que c'était une tâche rapide. Euh, voilà, mais pour répondre à ta question qui était. Ah oui, les collaborateurs. Oui, bah, c'est pareil, en fait, si tu vois que tu bloques trop de monde, faut le faire aussi. Tu vois, même si ça te prend 1 heure, des fois, il y a des tâches, il y a des. Si tu bloques 4 personnes, parce que c'est toi qui n'as pas fait ta partie, pour moi, c'est l'urgence, elle est là. Tu peux pas bloquer 4 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Même si des fois, tu as plus urgent, tu as, un client qui crie parce qu'il faut faire maintenant, j'essaye de débloquer au maximum mes collaborateurs pour qu'ils soient le plus à l'aise et qu'ils ne perdent pas de temps à cause de moi. Parce que ça, c'est là où tu les payes. Alors, ils vont peut-être faire autre chose pendant ce temps-là, tu vas me dire, mais j'essaie de débloquer les gens. Ouais, ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment que je trouve des solutions. Personnellement, je le partage comme ça spontanément. Tu as peut-être des conseils à me donner d'ailleurs. Parce que d'un côté, je me dis, alors, c'est vrai que c'est un mythe, hein, la liberté de l'entrepreneuriat, mais quand même, c'est quand même un idéal qu'on vise, quoi. Donc, d'avoir plus de temps. Et c'est aussi pour ça qu'on est des collaborateurs, parce qu'on achète, entre guillemets, leur temps. Mais d'un autre côté, c'est très très bête que bah, déjà, c'est de la dépense d'argent, un manque de productivité et aussi de démotivation. Parce que quand tu as une fille ou un gars qui attend sur toi pour avancer, il dit bon, c'est sympa, mais voilà, c'est pas sympa en fait. Donc voilà. Est-ce que toi, tu as des trucs ou tu as des moments dans lesquels tu fais des points et c'est le moment où on te pose toutes les questions et tu réponds, mais il y a aussi les moments du- des urgences perçues de la part de tes équipes, donc ils doivent pouvoir se sentir libres de t'interrompre, mais toi, tu es à 30 personnes, je sais pas comment tu fais avec 30 personnes. Peut-être ils ne te contactent pas directement, ils Ah contactent non. d'abord quelqu'un avant. Oui, ils me contactent pas directement, hein. Non, non, bah Ok. non, parce que justement, il y a cette organisation par studio. Donc, ils peuvent me contacter, il n'y a pas de problème, et je vais répondre si je suis concerné par la problématique. Mais moi, il y a plein de choses qui se passent dans ma boîte, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Et ce que je trouve génial, je sais pas si tu vois, tu travailles sur Slack. Ouais, un équivalent Mattermost, mais c'est le même genre. Voilà, et ça, je trouve que voilà, les petits, ça pareil, c'est assez récent. C'est pas récent maintenant, ça a quoi, ça a 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais je sais Mhm. plus quand c'est équipé de ce système. Et là, je trouve que ce système d'organisation qui a remplacé un petit peu les mails et les calls aussi, avec ces mini systèmes de chat, ces notes vocales, ces partages d'écran, tu gagnes un temps fou, quoi. C'est vrai. Et en plus, tu te tiens au courant de ce que les autres font. Si tu n'es pas concerné par le channel, eh ben, tu n'y vas même pas ou tu te demandes de t'enlever. Donc, cette organisation par chaîne, par ouais, Ouais, mini-serveur, là, c'est ouais, vraiment c'est ça. sympa. Non, non, Ouais, c'est vrai, c'est je vrai. trouve que ça fait gagner beaucoup de temps. Non, c'est clair, c'est clair. Nous, on l'utilise depuis tellement longtemps, ça doit faire bien 10 ans, parce qu'on est aussi en Ah bah, t'as bien télétravail, fait. que Ouais. bah, on oublie en fait qu'est-ce qu'on ferait sans ça. À l'époque, c'était les emails, mais c'était horrible, quoi. Bah, à l'époque, on faisait que avec des Ouais, emails et puis on faisait des réunions interminables en ouais, présentiel. t'as pas de suivi. Bah voilà, une pépite, hein, tiens, tu vois. Si quelqu'un fait du télétravail ou pas forcément, mais s'interrompt souvent, installer un outil comme Slack ou en fait, c'est un système de messagerie, de chat par channel, organisé.
C'est pas mal du tout, ouais. Ouais, et C'est un puis bon tu point. le mets avec ton client aussi, tu le fais en interne, puis tu le mets avec ton client pour les allers-retours, c'est plus simple, gain de temps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puisqu'on est dans l'organisation, la gestion du temps, est-ce que tu essayes, toi, lorsque tu as une tâche, de faire la distinction? Alors, la règle des 2 minutes, ça c'est clair, c'est une très bonne idée, d'ailleurs, une très bonne chose. Est-ce que tu essayes de faire la distinction entre ce qui est important, ce qui est urgent, et du coup, tu sais, la matrice de Eisenhower, si ça te dit quelque Ouais. chose, tu l'appliques, c'est un truc qui te parle. Alors moi, c'est marrant parce que je suis encore ma to-do, c'est Gmail et j'ai une organisation, où je classe. J'ai pas un outil de to-do, à part comme certains ont, où justement ils vont gérer la prio. Ce qui m'oblige, chaque matin à regarder ce que j'avais reporté et qu'est-ce qui est le plus urgent, le plus important. Et là, je le fixe, en début de matinée, en début d'après-midi. Mais malheureusement, tu te fais évidemment polluer par des sujets. Tu t'es dit: «Bah, je vais» mais alors je prévois dans ma journée, hein, de me faire polluer par des urgences ou par voilà, des calls externes qui n'étaient pas prévus. Mais tu te fais souvent happer par quelque chose pendant 30 minutes que tu n'avais pas prévu. Ça, c'est terrible. Et en plus, souvent, des choses qui auraient largement pu attendre et qui sont beaucoup moins importantes que ce que tu t'es dit que tu allais faire dans la journée. Après, moi, la règle que j'ai, c'est que vu que je suis à la fois sur la partie commerciale puis à la fois la partie opérationnelle, je vais toujours privilégier la partie opérationnelle à la satisfaction client de mon client existant, quitte à prendre du retard sur la propale que je dois envoyer, sur le devis, sur la voilà, bon, tant pis, peut-être j'en perds comme ça, sûrement d'ailleurs, mais je vais c'est peut-être une erreur, hein, parce que je devrais me dire: «Bon, là, c'est la partie sales qui est comme la locomotive de ta boîte», mais là, tu vois, j'ai 15 jours de retard sur mes propales. Bon, là, c'est décembre, c'est terrible décembre, mais c'est vraiment un mois compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, si tu parles de 15 jours, effectivement, c'est pas rien. Oui, c'est beaucoup. Mais le delivery, pour moi, est quand même plus important que l'acquisition. Enfin, les deux sont importants, je veux pas Les dire. 2 sont importants, mais quand faut choisir, Ouais, ouais, ouais. Mais ça te coûte moins et c'est plus facile de fidéliser quelqu'un qui est déjà là que de passer du temps pour acquérir quelqu'un qui est pas encore là. Après, si tu arrives à faire oui. les deux, c'est clair, quoi. Bah, malheureusement, on n'a que, 10 heures par semaine, par jour, pardon, max, quoi. Ouais, Enfin, c'est en tout clair, cas, moi, on doit faire je des suis choix. pas encore, ouais. Bon, de toute façon, si tu rajoutes du temps, proportionnellement, t'es moins productif et tu perds en énergie, en C'est motivation sur vrai. le long C'est terme. vrai que les fins de journée, des fois, tu sais plus trop pourquoi tu es là, hein. Comment tu fais avec Mmh. les tâches que tu procrastines? Bon, là, voilà, tu as parlé de 15 jours pour des propals. Pour certains, c'est rien. Pour d'autres, c'est énorme. C'est relatif, hein, mais on a tous des trucs qu'on procrastine. Je te parle pas des amendes et tout ça, avec la TVA et compagnie. Dans le passé, maintenant, ça va un peu mieux. Mais est-ce que tu as des astuces anti-procrastination? Mais moi, je sais pas. Je veux bien une solution miracle parce que moi, j'ai toujours cette fameuse tâche. Mais elle change, hein, parce qu'au bout d'un moment, je finis par la faire. Mais cette tâche que j'aurais pu faire 50 fois, que je devrais faire, et en plus, qui est pas les plus compliquées, mais que je sais pas, tu as un blocage psychologique, tu sais pas d'où elle vient. Et je ne la fais pas. Et je ne la fais pas, et ça sera pas fait, ou ça sera fait dans. Des fois, même, je la ferai, mais je la ferai jamais, en fait. Et j'aurais dû la faire. Tu vois ce que je sais pas, je pense que tout le monde est un petit peu comme ça. Je sais que des fois, pour échanger avec mon épouse, elle a aussi ce blocage-là, ce client qui est pas forcément le plus important, mais il faut quand même faire les choses et puis tu vas aller jusqu'à la 5e relance et avant de devoir le faire. Donc j'ai pas de j'ai alors souvent, bah, oui, malheureusement, on va se concentrer sur, celui qui est le plus urgent parce qu'on sait que ça va être le client peut-être, qui va être le plus pressé ou qui va être le plus, véhément, dans sa relance, ce qui est pas ce qu'il faudrait faire, hein. Mais non, j'ai pas de solution miracle. Ah, la solution, c'est d'essayer de tout faire, mais du coup, bah, faut bosser le samedi et le dimanche. Non, 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 surtout pas si on a des enfants, tu l'as dit tout à Surtout l'heure. pas. Mais même si on n'a pas d'enfant, hein, oh là là. Mais tu Faut vois aller au quand même, sport, ouais. voilà, faut faire gaffe à son hygiène de vie, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit, il y a eu un avant et après les enfants, donc il y a comme un facteur motivationnel qui fait que, je suis sûr, tu t'organises mieux maintenant qu'avant, ou Ouais. en tout cas, il y a des trucs auxquels tu renonces, et certainement, il y a des choses sur lesquelles tu as progressé. J'espère que tu les vois, et d'ailleurs, c'est ça ma prochaine question. C'est quoi les points où tu as vraiment progressé, et puis si tu pouvais en revenir en arrière de 20 ans, de 15 ans, tu dis, écoute, Viviane, tu vas faire cette erreur-là, ou euh, mets tout de suite ça en place, attends pas 15 ans. C'est quoi le conseil que tu donnerais à toi du passé? Mmh. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, des process, ouais, vraiment te processiser, en
en interne. Par écrit, Euh, carrément, avec des SOP, des procédures opérationnelles standards ou... des procédures de Ok, tracking d'heures, de tracking de temps passé sur quoi, de profitabilité de tel collaborateur ou tel, on va dire, service, de tel client, de vraiment plus analyser les choses. Moi, c'est dès le départ, même si tu n'as qu'un client, bah, tu l'analyses. Voilà. Et puis après, tu en as 2, 3, 4, et 40. Mais au moins, tu as mis en place dès le départ. Et du coup, parce que moi, j'ai passé beaucoup trop d'énergie sur des comptes pas du tout rentables, même déficitaires, en fait. Parce que tu as ton système de mutualisation où voilà, tu as un chiffre d'affaires avec un nombre de clients, puis tu en as qui sont plus rentables que d'autres. Mais au final, il faut réussir à se débarrasser, entre guillemets, de ce qui te prend énormément d'énergie euh, pour pas grand-chose. Et c'est pas évident. c'est clair. Et je pense que si tu le mesures vraiment, on se rend compte que Pareto, en plus ou moins Pareto 20-80 ou 70-30, s'applique là aussi que c'est une minorité des clients qui t'apportent le plus de marge et Clairement. aussi une minorité de clients qui t'apportent le plus de déficit, en fait. Tu De fais déficit ou du d'énergie. bénévolat, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais. Et ça, dans nos métiers de service, on vend du jour homme. Mais après, même dans tous, même dans l'artisanat, j'imagine qu'ils ont les mêmes problématiques. C'est pas. Des fois, en fait, je pense que si tu l'analyses, tu prends beaucoup plus conscience du. Parce que là, tu as, le ressenti, tu le sais un peu, les clients qui te prennent, ou les comptes, ou les missions qui te prennent trop d'énergie. Mais quand tu le mets sur un doc, je pense que tu prends vraiment peur. Non, non, c'est clair. Donc concrètement, tu nous parles de, là, de tracking du temps, du timesheet, quoi, de Ouais, savoir où part ouais. l'énergie et le Mm. temps. Est-ce que tu utilises un outil en particulier dont tu veux nous parler ou... On en a un en interne qui s'appelle Harvest, qui est, Ok, ouais, qui est un classique. Après, bon, tu as les outils de project management, les Trello, etc. Puis tu en as qui sont dédiés à nos métiers, ou ça va pas forcément parler à tout le monde, mais quel qu'il soit, quoi. Même Excel, hein, au final. Mais prendre ce temps de traquer le temps, de bien cadrer ton jour homme, de, d'estimer tes heures aussi. Tu vois, c'est très très dur d'estimer ses heures. Combien je vaux, combien je me vends en fonction du service, combien est-ce qu'on se vend en jour homme, en heures. Je trouve que c'est un exercice extrêmement compliqué. oui, Et pour ça, faut l'écrire. Et ça, faut oui. l'écrire. Et je pense que c'est aussi un bon outil pour comprendre, en fait, enfin, faire le rapport entre la valeur qu'on arrive à générer en une heure sur une tâche et Oui, des fois pour dire, bah, ok, est-ce que c'est vraiment à moi de faire ça? Est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que je peux payer quelqu'un qui... Parce qu'en fait, c'est aussi un problème de beaucoup d'entrepreneurs. Oh là là, mais pourquoi je paierais quelqu'un 100 balles de l'heure pour faire ça? Mais si toi, t'en génères 200 à côté, tu as gagné déjà 100 balles, hein. ouais. Non, mais je suis complètement d'accord. Ouais, cet avantage-là aussi. Et puis, je pense qu'en dernier conseil, je dirais que des fois, souvent, on a conscience de sa valeur, on a conscience de la valeur de la boîte et de ce qu'on sait faire, mais on se pose rarement la question de la valeur perçue. Et en fait, on fait rarement l'exercice de se dire, bon, bah voilà, j'arrive, Agence Digitale Genève, j'arrive sur l'écosystème de Wild, bah, en fait, qu'est-ce qui renvoie? Qu'est-ce que ça renvoie quand je vais sur le site, quand je vais sur les réseaux? Si je suis complètement tiers et que je me sors complètement de mon organisation, bah, quelle image est-ce que je renvoie? Est-ce que c'est vraiment marqué que je suis bon là-dedans? Et là, en fait, tu te rends compte que il y a plein de choses que tu racontes qui sont pas celles que tu voulais vraiment dire, et qu'il faut revoir aussi ton storytelling, et remettre en avant, bah, les valeurs, ou tes forces, et que en fait, ta valeur perçue, elle est pas du tout celle que tu pensais être, parce que en fait, tu as ta valeur perçue dans ton discours, dans ta tête, mais c'est pas celle qui est imprimée sur la toile. Et pourtant, nous, c'est nos métiers de faire ça, mais Oui, on c'est le, on clair. le fait, tu vois, mais on Non, le fait pas c'est correctement. intéressant parce que moi, c'est Mm. clairement un de mes points faibles. Toi, c'est ton métier de le faire pour les autres, ok. Ouais. Est-ce que tu as réussi à faire ça à un client et comment tu t'y prends? Parce que c'est dur d'avoir un objectif neutre et nouveau ou un regard nouveau sur soi-même. C'est difficile en fait, faut être un Ouais. peu schizophrène. Comment tu fais? Bah, tu peux demander l'avis des autres aussi. Après, tu as des outils de mesure. Si on rentre vraiment dans le digital, tu vas pouvoir mesurer d'où provient ton trafic, quels mots-clés est-ce qu'ils ont tapé, qu'est-ce qui ressort en premier sur ta page de vente. Ce qu'on appelle les social signals. Si tu commences à avoir assez de volume, bah, tu peux aussi aller ressentir le sentiment qu'il y a autour
de ta marque. Alors là, faut, pour moi, c'est une marque qui fait quand même pas mal de bruit pour que la data, elle ressorte et puis qu'on puisse sortir des lois probabilities pour sortir, voilà, vraiment. Mais il y a des outils de mesure. Puis maintenant, il y a l'IA. Maintenant, c'est vrai que je trouve que la partie e-réputation de ta marque, valeur perçue, avec les LLM, bah, tu vas un petit peu il va te la résumer, il peut te la résumer de façon beaucoup plus claire que de taper à l'ancienne les 20 premiers résultats Google sur Hmm. tel mot-clé, puis après sur tel mot-clé, puis après sur tel mot-clé. C'est clair, Donc, c'est clair. il y a ça aussi. Et ça se travaille après derrière. Tu peux même faire un print screen de ta landing page, ta page d'accueil, tu la donnes à ChatGPT ou à Gemini, tu lui dis, tu es quelqu'un qui arrive la première fois là-dessus, tu connais rien de cette entreprise, qu'est-ce qui saute aux yeux et quels sont les J'ai trois jamais fait mots-clés ça. ouais, C'est un super non, exercice. Je vais le ouais. faire dans la foulée. Allez, on va tester Tu le fais ça. maintenant. Je le fais pour toi et tu le fais pour moi. Allez, très bonne idée. Excellent. Excellent. Non, c'est bien. Je pense d'ailleurs, c'est aussi un truc qu'on peut demander dans les groupes d'entrepreneurs lorsqu'on tu sais, on est un peu timide. En fait, si tu es dans une soirée où tout le monde est là pour networker, tu peux très bien briser la glace comme ça, dire voilà, bonjour, je m'appelle Jean-Luc. Ça, c'est mon site. Je serais très content que vous me disiez qu'est-ce que ça vous inspire. Ça donne. Clairement, mais vraiment, tu as 30 secondes pour regarder ma homepage. Qu'est-ce que tu as compris? Ouais, ouais, Qu'est-ce que ouais. je vends? Qu'est-ce que je vends? Voilà, Ouais. je pense que tu as des belles surprises. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Ouais, tu peux être vraiment surpris, dire ah ouais, dis donc. Euh, Ouais. Ok, tu nous as vraiment apporté beaucoup de valeur, Vivian. Merci beaucoup. C'est très agréable d'échanger avec toi. Tous ceux qui nous ont écoutés, vus jusque-là, sont certainement reconnaissants. Je vais te poser deux questions avant de terminer. Mais d'abord, dis-nous si on veut te contacter, si on veut bosser avec toi, si on veut aller boire un café avec toi, on fait comment, on va où? alors, bah, moi, je suis à Genève, mais ça m'arrive d'aller à Lausanne aussi. Grand plaisir pour passer au bureau, boire un café pour ceux qui sont dans le coin. Et puis, alors, sinon, visio, sans problème. Et puis, on me contacte par LinkedIn, Vivian Mériguet, ou par mail. Je ne sais pas si je peux passer, ou si tu peux donner mon mail à la fin, avec grand plaisir. Absolument, Mon absolument. WhatsApp, tout WhatsApp, mail, LinkedIn, avec grand plaisir. Génial, excellent. Et Ton puis, site web donc, enfin, de l'agence, c'est wild.solution? solution avec un S. Wild Parfait, Solution, on sort premier. Ouais. parfait. Donc, wild. Du Et coup, la question que je t'ai pas posée en introduction, pourquoi vous avez choisi ce nom d'entreprise, Solutions Sauvages? alors, Solution Sauvage, au début, on s'appelait, parce qu'on est très fan d'un film avec mon associé, c'est Wild at Heart, qui est en fait Sailor et Lula, le David Lynch, qui doit être de 91, si j'ai pas de bêtises, qui avait gagné à Cannes. Mais il faut là, c'est vieux tout ça. Et on s'appelait Wild at Heart. Et en fait, les gens avaient beaucoup de mal à le taper. On avait même acheté le nom de domaine et tout. Et après, on a eu cette réflexion. Et là, au moment où c'était rebrandé, c'était en 2019, juste avant que j'arrive à Genève. On avait fait tout ce travail de rebranding en interne, on avait revu le logo, notre positionnement de marque, alors on avait fait les classiques, hein, toute la méthodologie. Et on s'était dit, bah, qu'est-ce qu'on apporte aux gens? Et ben, on apporte des solutions. Et on a acheté le nom de domaine solution. Et c'est pour ça qu'on s'appelle white.solution. Et en fait, finalement, nous, on est là pour, alors, on vend du service, mais à la fin, nos services, c'est des solutions. On part du problématique du client qui est, je n'ai pas assez de notoriété, je n'ai pas assez de leads, je n'ai pas assez de clients et on apporte des solutions. Voilà le raisonnement assez basique, mais finalement qui est assez direct. Très très bien. Et puis je trouve super élégant de ne pas avoir. C'est comme si tu n'avais pas d'extension de TLD, tu sais, puisque ton TLD fait partie du nom. Donc je trouve Oui, ça très ouais. élégant en fait. C'est pas wildsolution.ch, même si c'est une bonne idée de le réserver, mais voilà, non, je trouve ça cool. Élégant. T'es prêt pour les deux questions finales? Oui, Ok. avec plaisir. Si c'est pas des questions pièges. Ah bah ça, je sais pas, hein, tu réponds ce que tu veux. La première question, Vivian, c'est si tu... Non, c'est pas ça. C'est quelle est l'expérience extraordinaire, pro ou privée, comme tu veux, que tu aimerais vivre un jour? Bah, privé, j'ai eu de la chance de faire quand même pas mal de choses dans ma vie. Ouais, il y a toujours des choses qu'on a envie de faire, mais je vais plus prendre la pro, je pense. C'est marrant parce qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais bosser dans une grosse corpo, tu vois, vraiment la grosse boîte, bah pourquoi pas? Je pense que ça m'arrivera jamais, mais je serais curieux de voir comment est-ce que j'intégrerais dans cet écosystème très politique où là, bah, pour le coup, je serais évidemment pas le fondateur, donc je serais, voilà, vraiment une carrière, je sais pas, dans une boîte d'agroalimentaire, Nestlé, une corpo, une banque, enfin peu importe, mais vraiment la grosse machine, quoi. Et j'ai des amis qui bossent dans ce genre de boîte
et ils se plaignent souvent, mais en fait, je pense qu'ils se plaignent, mais ils y restent. Tu vois ce que je veux dire? Donc s'ils y restent, c'est qu'ils sont pas malheureux et alors oui, il y en a qui arrêtent, après qui font du consulting et cetera et puis qui tentent l'entrepreneuriat, ils ont bien raison. Mais vu que j'ai jamais vécu ça, vu que j'ai monté ma boîte quand même assez jeune et ben, dans une autre vie, j'aurais bien aimé, faire carrière dans une grosse boîte. Ça fait pas rêver, hein? Non, non, c'est très intéressant, c'est très Mais parce que le intéressant. côté politique, je pense, doit être marrant. Enfin, il doit y avoir, c'est pas du tout les mêmes jeux, quoi. Tu vois, il doit y avoir des jeux de pouvoir, des jeux ça doit être un sacré, euh, une sorte de jeu de société, un petit échiquier assez sympa sur lequel je pense que j'aurais pu m'amuser. Excellent, excellent. Et la dernière question, Vivian, pour toi, c'est finalement, pour toi, qu'est-ce que le succès dans la vie? Bon, bah alors celle-là, ouah, je vais être classique, hein, le succès, c'est être bien que soi-même. Déjà, tu te lèves le matin, que tu es content d'attaquer ta journée. Déjà, on a tellement de chance, nous, là, de vivre en Suisse, enfin, en Europe en général, et d'être en bonne santé, de pouvoir prendre des vacances de temps en temps. On est chanceux, hein. Moi, je me le dis très, très souvent, hein. J'ai vraiment, bon, on a beaucoup de chance. Ouais, c'est le bonheur. Ouais, le bonheur, c'est être bien que soi-même. C'est déjà, c'est long à construire parce que, tu vois, il y a cette phase adolescente. Enfin voilà, c'est long de construire, d'être bien avec soi-même, d'être content de soi-même. Quand tu as atteint ce niveau, c'est déjà, tu as déjà fait beaucoup, je trouve. Euh, ouais. Mais c'est très, je vois, j'ai pas de. Ouais, être heureux. On n'est pas tout le temps heureux, mais le maximum, quoi. Clairement. Cultiver son bien-être et son bonheur, tout en travaillant. Absolument, mais je me permets de commenter, je le fais rarement, mais je pense aussi que être heureux fait partie du but de la vie, être heureux. Et d'ailleurs, être reconnaissant, parce que dans ta réponse, tu es reconnaissant, apprécier les choses qu'on a, qui sont pas banales du tout, hein, par rapport à la majorité de la population mondiale. Je suis sûr que ça contribue à notre bonheur d'être focus sur les belles choses qu'on a déjà, plutôt qu'aspirer des choses qu'on n'a pas encore. Ouais, clairement. Et puis, le terrain de jeu, il est tellement génial. Enfin, je veux dire, quand on a déjà tu dis cette chance d'avoir la santé, un cadre splendide, après, bah, c'est que du jeu, quoi. Faut s'amuser, en fait. Que ça soit dans le privé ou dans la vie professionnelle, faut essayer de s'amuser un minimum. Euh, Même si, bah, on n'échappe pas au stress, hein, mais faut gérer le stress aussi. Ça s'apprend avec le temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire peut-être aux jeunes, c'est que on est stressé une fois par la même chose, mais la deuxième fois, on sera déjà beaucoup moins stressé. Donc, faut y aller. Faut le trac, le stress, faut se lancer, puis la deuxième fois, on sera déjà moins stressé. Puis à la fin, on arrive à 40 ans, il n'y a plus rien qui nous atteint presque. Très bon point et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est comme les voitures d'occasion, dès que tu l'as achetée, elles perdent. Bah, la même chose, la deuxième fois que tu as le même stress, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, Mais quoi. ouais, pour la même C'est, si- pour le même cas, hein. ouais, Parce que tu ouais. sais que voilà, on n'est pas sur des métiers, en tout cas moi, où je sauve des vies, je suis pas pompier, chirurgien, où là, je pense qu'il y a un vrai stress parce qu'il y a un enjeu. Mais nous, voilà, bon, bah, quand on vend du service, on fait au mieux, mais si on a un peu de retard, il y a pas, le monde va continuer de tourner. On est d'accord. Vivian, c'était très agréable. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à Merci à ceux qui toi. nous ont écoutés jusque-là. Et puis, bah, au plaisir de te rencontrer bientôt. Merci à toi qui as regardé cet épisode jusqu'au bout. On espère que tu as apprécié, que ça t'a apporté de la valeur. Peut-être ça va te faire réfléchir ou ça t'a apporté un déclic sur un sujet ou l'autre. Et maintenant, on t'invite à faire une de ces trois choses, de la plus simple à celle qui est la plus généreuse finalement. La première, et ça c'est clairement la base, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. En t'abonnant et aussi en activant la cloche, tu as beaucoup plus de chances d'être averti lorsqu'on sort un prochain épisode. Et crois-moi, on en sort beaucoup et il y en a qui arrivent avec énormément de valeur. La deuxième chose qu'on t'invite à faire, bien entendu, c'est de penser à un ami, une personne à qui cette vidéo pourrait être utile, ce podcast pourrait lui apporter de la valeur. Tout simplement, tu appuies sur le bouton partager ou tu copies l'URL et tu lui envoies cette vidéo. Comme ça, la personne en question te sera infiniment reconnaissante et nous aussi, parce que ça nous aide à faire connaître la chaîne, faire connaître le podcast et donc ça nous encourage à continuer sur cette voie. La troisième chose
qu'on t'invite à faire. Attends, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah bah non, mais c'est clair. Peut-être que pendant l'épisode, tu as pensé à quelque chose, une question, tu aurais voulu poser une question à l'intervenant, de l'intervenant, et donc on t'invite maintenant à la poser ici en commentaire. Comme ça, soit moi-même, soit la personne pourra répondre, et c'est une façon de continuer les échanges. Je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur cartonnet.com.